Au début de l'année 1945, même si la dernière offensive allemande dans les Ardennes a été un échec, comme je l'ai relaté à l'épisode précédent, il apparaît que le territoire du Troisième Reich n'est encore qu'à peine envahi par les Alliés. En effet, sur le front ouest, les Occidentaux stationnent devant le Rhin, et les Allemands tiennent toujours la poche de Colmar, tandis qu'en Italie, les Alliés restent bloqués sur les Apennins, et qu'à l'est, les Soviétiques n'ont que faiblement pénétré en Prusse orientale. Mais le général Heinz Guderian, qui dirige les opérations sur le front de l'Est depuis juillet 1944 comme chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, est conscient que la stabilité de ce front n'est qu'apparente. En effet, le général Reinhard Gehlen, son chef du service de renseignement, estime que les Soviétiques vont lancer une vaste offensive à partir du 12 janvier avec une supériorité numérique gigantesque. Ce ne sont effectivement pas moins de 2 200 000 hommes, 6 500 chars, 34 500 canons et 4 800 avions qui s'apprêtent, sous le commandement des maréchaux Georgi Yukov pour le premier front de Biélorussie et Ivan Koniev pour le premier front d'Ukraine, à déferler à travers la Pologne en direction de l'Allemagne. À ces deux fronts, il faut ajouter les deuxième et troisième fronts biélorusses, sous le commandement respectif des maréchaux Konstantin Rokossovski et Ivan Tcherniakovski, chargés de mener l'offensive en direction de la Prusse orientale et de la Baltique. Au total, l'armée rouge dispose sur l'ensemble du front de plus de 10 millions d'hommes, 11 000 engins blindés, 91 000 canons et mortiers, 14 500 avions. Pour faire face à cette masse, Guderian ne dispose au sein de l'armée de la Vistule que d'une cinquantaine de divisions d'infanterie et d'une douzaine de divisions de panzer pour défendre un front de plus de 1100 km, soit environ 900 000 hommes et 2000 chars. Il a donc désespérément besoin que le maximum de divisions du front de l'Ouest soit redéployé à l'Est et, entre le 24 décembre 1944 et le 9 janvier 1945, il va rencontrer Hitler à 3 reprises afin de réclamer des renforts. Mais celui-ci ne veut rien entendre. Pour lui, ses estimations du potentiel de l'armée rouge sont ridicules. Et il s'exclame, je cite, « Ces renseignements sont complètement idiots, leur auteur doit être enfermé dans un asile d'aliénés. » Non seulement Hitler ne veut pas dégarnir le front de l'Ouest, rêvant encore au premier jour de janvier de lancer une nouvelle offensive en direction de Strasbourg, l'opération Vent du Nord dont j'ai également parlé à l'épisode précédent, mais en outre, il décide, sans en avertir Guderian, de transférer 4 divisions blindées SS du front de la Vistule vers la Hongrie, dont la capitale est encerclée par l'armée rouge depuis le 29 décembre 1944, en vue d'une contre-attaque pour reprendre les puits de pétrole de la région. Le général allemand doit donc, je cite, « se débrouiller tout seul et se tirer d'affaire avec ce qu'il a », sans même pouvoir économiser ses troupes et se constituer des réserves en raccourcissant le front, notamment par l'évacuation de la poche de Courlande, à l'ouest de la Lettonie, où sont isolés depuis octobre 1944 pas moins de 2 armées allemandes, soit 500 000 hommes, 510 chars et 178 avions. Mais, comme à son habitude, Hitler refuse obstinément tout redéploiement, considéré par lui comme du défaitisme. Et, comme l'avait estimé le général Gehlen, les Soviétiques lancent le 12 janvier leur ultime offensive sur tout le front, de la Baltique aux Carpates. Un raz-de-marée irrésistible qui anéantit le groupe d'armées Vistule en quelques semaines. L'armée rouge est à Varsovie le 17 janvier, à Cracovie et à Lodz le lendemain. Et le 27 janvier, c'est toute l'horreur de la barbarie nazie qui est révélée
lorsque des militaires de la 107e division d'infanterie libèrent le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, évacué par les SS depuis le 19 janvier, mais où se trouvent encore quelques milliers de détenus abandonnés sur place, car trop faibles pour pouvoir marcher. À la fin du mois de janvier, c'est quasiment toute l'ancienne Pologne qui est conquise, puisque le fleuve Oder, qui constitue aujourd'hui la frontière germano-polonaise, est atteint le 31 janvier à Kostrin, aujourd'hui Kostrij nad Odra en Pologne. Mais l'étirement des lignes soviétiques, après une avancée de plusieurs centaines de kilomètres, crée des problèmes de logistique. Et début février, l'offensive doit marquer à un instant la pause. Entre-temps, devant l'échec de l'offensive des Ardennes, Hitler a, le 15 janvier au soir, définitivement quitté son quartier général de Laderhorst pour regagner de nuit Berlin, afin d'éviter les bombardements aériens qui quotidiennement dévastent les villes allemandes. Bombardements dont le Führer ne veut pas voir les effets, en faisant baisser les stores des vitres de son train, et une fois arrivé dans la capitale, en regagnant la chancellerie par les quartiers les moins en ruine. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'Hitler n'est plus apparu en public. Son dernier discours devant des civils remontant au 4 juillet 1944. À tel point que dès la fin de l'année 1944, on commençait à circuler au sein de la population allemande des rumeurs sur son état de santé, voire sur sa mort. Il n'a jamais visité une ville bombardée, ni un hôpital, aux grandes dames de son ministre de la Propagande, Joseph Goebbels. Le Führer ne parle plus guère non plus à la radio. Le 1er janvier 1945 est diffusé son dernier discours de Nouvel An. Mais il n'annonce rien de nouveau, ni même de précis, laissant entendre que la guerre se poursuivra encore toute cette année. Et c'est le 30 janvier, pour le 12e anniversaire de sa prise du pouvoir, qu'il tient son dernier discours radiodiffusé, où il n'envisage rien d'autre que la victoire, sans un mot sur la réalité de la situation militaire. C'est désormais Goebbels, promu commissaire à la défense de Berlin, qui s'expose de plus en plus en public, exhortant les foules et présidant aux grandes cérémonies comme, le 12 novembre 1944, la prestation de serment à Berlin de 100 000 hommes du Volkssturm, cette milice populaire créée en septembre 1944 pour défendre le territoire du Reich aux côtés de la Wehrmacht, et dont il est le commandant en chef pour la capitale. Scène qui a été filmée pour la propagande, en omettant toutefois de préciser que ces hommes âgés, et pour certains malades, n'ont pour la plupart ni uniforme, ni même d'armes. En fait, tous ceux qui, en ce début d'année 1945, ont l'occasion de se trouver face à Hitler, tels les Gauleiter convoqués pour une ultime réunion le 24 février, sont frappés par sa dégradation physique. Bien qu'âgé seulement de 55 ans, il apparaît prématurément vieilli et voûté, marchant difficilement, en traînant la jambe gauche, sa main et son bras gauche secoués de tremblements qu'il ne peut contrôler, les traits du visage livides et les yeux injectés de sang. Ce ne sont pas uniquement ces troubles de santé récurrents depuis plusieurs années qui sont responsables de son apparence physique. À son syndrome de Parkinson, à ses troubles gastriques et à une psychose paranoïaque exacerbée, il faut ajouter les conséquences de l'attentat de juillet 1944, son mode de vie depuis le début de l'opération Barbarossa, une mauvaise alimentation, un manque total d'exercice physique, des nuits d'insomnie, un stress permanent provoqué par la conduite de la guerre et ses colères hystériques de plus en plus fréquentes. Le 3 février 1945,
le raid américain le plus massif sur Berlin détruit de nombreux édifices du quartier gouvernemental, dont l'ancienne et la nouvelle chancellerie, contraignant Hitler à se réfugier de plus en plus souvent dans le bunker construit au sous-sol, le Führerbunker, énorme complexe totalement autonome, et où il passera désormais les dernières semaines de sa vie. Au même moment, se tient du 4 au 11 février à Yalta, en Crimée, une conférence réunissant les trois grands dirigeants alliés. Franklin Roosevelt pour les États-Unis, Winston Churchill pour le Royaume-Uni et Joseph Staline pour l'Union soviétique. Dans la perspective d'une victoire de plus en plus proche, les Alliés veulent décider de l'avenir de l'Europe et du sort de l'Allemagne après sa défaite. Face à un président américain déjà très affaibli par la maladie qui l'emportera quelques semaines plus tard, et trop peu méfiant à l'égard de celui qu'il surnomme Uncle Joe, et face au Premier ministre britannique, qui, lors de la conférence interalliée de Moscou qui s'est tenue du 9 au 19 octobre 1944, a déjà accepté le partage de l'Europe orientale en zone d'influence occidentale et soviétique, Staline manœuvre habilement. En installant le président américain directement au palais Livadia où doivent se tenir les réunions plénières, tandis que Churchill est isolé au palais Vorontsov, à une quinzaine de kilomètres de là. En outre, il propose à Roosevelt de présider les débats, le plaçant de fait en position d'arbitre. Si Churchill veut éviter une trop grande hégémonie de l'URSS sur le continent européen, et s'il est particulièrement préoccupé par le sort de la Pologne, pays pour la défense duquel le Royaume-Uni est entré en guerre en 1939, Roosevelt, pour sa part, souhaite l'entrée en guerre de l'URSS contre un Japon qui se bat toujours en Asie. Il désire également la mise en place pour l'après-guerre d'une organisation des Nations Unies afin d'assurer un avenir de paix sous la surveillance d'un Conseil de sécurité dont les plus grandes nations seraient les membres permanents avec un droit de veto. Mais il a besoin à cette fin de l'acceptation de Staline. Et pour cela, il est prêt à accepter des concessions sur l'avenir de l'Europe orientale. Staline, quant à lui, cherche à étendre son empire à l'ouest en annexant les trois États baltes ainsi que le nord de la Prusse orientale et en repoussant sa frontière avec la Pologne jusqu'à la ligne Curzon, du nom du ministre britannique des Affaires étrangères qui en 1920 l'avait proposé comme ligne d'armistice possible entre les deux États, mais qui n'avait pas été retenu au traité de paix de Riga en 1921. Devant la position inflexible du dictateur soviétique, les Occidentaux se résignent à accepter cette future frontière orientale de la Pologne. Et en conséquence, l'annexion par l'URSS des régions autour des villes polonaises de Grodno et de Brest-Litovsk, aujourd'hui en Biélorussie, et de Lvov, anciennement Lemberg et maintenant Lviv, et de Kovel, aujourd'hui en Ukraine. En compensation de la perte par la Pologne de ces territoires, il est prévu de repousser sa frontière occidentale jusqu'au fleuve Oder et son affluent, la Neisse occidentale, soit l'annexion de 100 000 km² de régions pourtant historiquement allemandes, à savoir le sud de la Prusse orientale, la Poméranie et toute la Silésie. Il faudra attendre le traité germano-polonais du 7 décembre 1970 pour que la République fédérale allemande reconnaisse cette frontière, qui sera déclarée inviolable le 14 novembre 1990, après la réunification de l'Allemagne. Bien que non invitée à cette conférence, la France, grâce à l'obstination de Churchill et malgré les réticences de Staline, rejoint officiellement les pays vainqueurs de l'Allemagne, en y obtenant l'octroi d'une zone d'occupation militaire et un siège permanent avec droit de veto au Conseil de sécurité de la future Organisation des Nations Unies.
Sur le plan des opérations militaires, Staline a maintenu à Yalta l'ambiguïté sur le but véritable de son offensive, laissant entendre que, je cite, Berlin a perdu son importance stratégique et que l'objectif final de l'armée rouge serait plutôt en direction de Dresde, bien plus au sud, alors qu'en réalité, son but ultime est bien la conquête de la capitale du Reich. Il veut en effet empêcher les Anglo-Américains d'arriver les premiers à Berlin. Et surtout, il veut s'assurer ainsi le contrôle du centre de recherche nucléaire allemand à l'Institut Kaiser Wilhelm, dans le quartier de Dahlem. Staline n'ignore pas que les Américains sont en train de mettre au point une arme nucléaire avec le projet Manhattan. Et il souhaite profiter des recherches allemandes dans ce domaine pour rattraper le retard de son pays et concevoir sa propre bombe atomique dans le cadre de la future opération Borodino. Mais en réalité, Staline n'a rien à craindre. Car si les Britanniques voudraient pouvoir arriver au plus vite à Berlin et prendre les Soviétiques de vitesse pour rétablir un équilibre des forces en Europe, le général Eisenhower, lui, raisonne en militaire et non pas en homme politique. Et il veut avant tout terminer la guerre avec le moins de pertes possible. Or, il craint que les crues de printemps ne rendent le Rhin infranchissable jusqu'au mois de mai. Le 6 février 1945, l'armée rouge pénètre dans le territoire du Reich en Prusse orientale, en Poméranie et en Silésie. Or, lorsque les soldats soviétiques ont libéré les territoires russes occupés par l'Allemagne depuis 1941, ils ont découvert l'ampleur des crimes allemands, les meurtres de masse de la population civile, les destructions des villes et des villages, la politique de la terre brûlée appliquée avec zèle. Ces soldats sont incités à faire payer ces crimes aux Allemands. Or, les hommes étant au combat, soit dans la Wehrmacht, soit dans le Volkssturm, ce sont les femmes qui vont payer le plus lourd tribut. Et les viols sont commis sur une grande échelle. Mais également, il faut le préciser, contre des Polonaises ou des femmes russes qui avaient été portées en Allemagne et qui avaient été libérées, si on peut dire, par l'armée rouge. C'est désormais au tour des Allemands de Prusse orientale, de Silésie, de Poméranie, de connaître l'exode. Ils sont des millions de femmes, d'enfants, de vieillards, qui partent dans un hiver glacial, à pied, ou en poussant des charrettes ou des brouettes. On estime leur nombre au mois de février à plus de 8 millions. Les pertes civiles sont très importantes. Ainsi, lors du torpillage le 30 janvier par le sous-marin soviétique S-13 du paquebot Wilhelm Gustloff, alors que celui-ci est évacué par la mer Baltique, 9000 civils et 1500 militaires, pour la plupart blessés, faisant entre 7000 et 9000 victimes, la plus grande catastrophe maritime de l'histoire, bien plus que les 1500 victimes du Titanic. L'échec, le 26 mars 1945, de la tentative de désencerclement de la ville de Koustrin sur les rives de l'Oder, sera le prétexte du limogeage, 2 jours plus tard, de Guderian, remplacé par le terne général Hans Krebs, qui ne risque pas de s'opposer au choix stratégique d'Hitler. Celui-ci estime que le peuple allemand a fait preuve de faiblesse. Et, comme il a déjà dit en août 1944, je cite, « Si le peuple allemand devait connaître la défaite dans ce conflit, cela prouverait sa faiblesse, son impuissance à donner sa mesure devant l'histoire. Il ne mériterait que l'anéantissement. » C'est ainsi que, dès le 19 mars, il a ordonné une politique de la terre brûlée. Tout doit être détruit en Allemagne. Installations industrielles, voies de communication et de transport, entrepôts. Rien ne doit permettre au peuple allemand de survivre après la défaite. Son ministre de l'Armement, l'architecte Albert Speer, qui la veille lui avait remis un mémorandum indiquant la défaite inéluctable, s'est vanté dans ses mémoires d'avoir empêché l'exécution de cet ordre. Mais de toute façon, l'avance des Alliés était trop rapide
et les Allemands n'avaient pas les moyens matériels d'effectuer ces destructions. À l'ouest, en effet, le 7 mars, les Américains de la 9e division blindée ont la surprise de constater que le pont de Remagen sur le Rhin est intact, et ils s'empressent de s'en emparer pour établir une tête de pont sur l'autre rive, malgré les tentatives des Allemands pendant 10 jours de détruire ce pont. 2 semaines plus tard, c'est la 3e armée de Patton qui franchit à son tour le fleuve au sud de Mayence. Le 1er avril, le groupe d'armée B du maréchal Walter Model se trouve encerclé dans le bassin industriel de la Ruhr. Tout en refusant de se rendre, ce dernier décide le 17 avril de dissoudre son groupe d'armée, libérant de fait ses hommes de leurs obligations militaires. Les Américains feront ainsi 325 000 prisonniers, tandis que pour sa part, Model préférera se suicider. Le franchissement de l'Elbe est désormais possible, et la route de Berlin, à moins d'une centaine de kilomètres, est ouverte aux Américains. Mais le 15 avril, Patton a reçu d'Eisenhower l'ordre de stopper son offensive. Outre les accords politiques passés entre les Anglo-Américains et Staline, cette décision est motivée par un Eisenhower soucieux d'éviter des pertes humaines, qu'il surestime à 100 000 hommes. Il préfère en outre laisser sa 7e armée du 6e groupe d'armée couvrir le sud de l'Allemagne, dans la crainte de l'existence d'une forteresse alpine établie dans les Alpes bavaroises et autrichiennes, et où Goebbels avait fait croire que Hitler aurait rassemblé ses dernières forces pour une prétendue résistance. L'ultime offensive soviétique en direction de Berlin commence le 16 avril. Staline prévoit un encerclement de la capitale en tenaille, les forces du maréchal Zhukov attaquant par le nord et celles du maréchal Konev par le sud. La défense allemande de Berlin est modeste et de qualité variable, soit moins de 100 000 hommes, allant des civils âgés enrôlés au sein du Volkssturm, OSS, en passant par les adolescents des jeunesses hitlériennes. De plus en plus coupé des réalités et manœuvrant des troupes qui n'existent que sur le papier, Hitler compte sur la 12e armée du général Walter Wenck pour venir délivrer la capitale. Mais celui-ci en est bien incapable, et il est davantage préoccupé de conduire son armée au-delà de l'Elbe pour aller se rendre aux Américains, plutôt qu'aux Soviétiques. L'annonce, le 13 avril, de la mort du président Roosevelt survenue la veille, a été accueillie avec enthousiasme par Hitler et Goebbels, qui s'imaginent que sa disparition sera à l'origine d'un retournement de situation, comme en 1762, à la fin de la guerre de 7 ans, lorsque la mort de la tsarine Élisabeth avait entraîné un renversement des alliances, sauvant ainsi la Prusse de Frédéric le Grand. Mais le vice-président Harry Truman, qui a succédé à Roosevelt, ne modifie en rien la politique de son pays et la coalition alliée reste solide, malgré les points de discorde qui commencent à apparaître. Le 20 avril, Hitler fête dans son bunker son 56e et dernier anniversaire en présence de tous les dignitaires du Troisième Reich, même si ceux-ci, Hermann Göring en tête, sont davantage préoccupés de quitter la capitale avant son encerclement définitif. Le Führer sortira à l'air libre pour la dernière fois, afin de passer en revue quelques adolescents des jeunesses hitlériennes qui se sont illustrés au combat. Le 22, il apprend que son dernier espoir, un groupement disparate rassemblé par le général SS Félix Steiner, est incapable de lancer une contre-attaque en direction de Berlin et que l'armée rouge a déjà atteint les faubourgs de la capitale. Il entre alors dans une violente colère contre ses généraux, sans doute la plus furieuse, avant de reconnaître que la guerre était désormais perdue, mais que jamais il ne quitterait Berlin. Désormais, certains des plus hauts dignitaires du régime commencent à penser à leurs intérêts personnels. Ainsi, Göring, numéro 2,
et successeur désigné du Führer depuis 1941, adresse-t-il à Hitler le 23 avril depuis Berchtesgaden où il s'est réfugié, un télégramme estimant que sans réponse de sa part avant 22 heures, il était prêt à remplir, je cite, toutes ses fonctions en ses lieux et places. Cela lui vaudra d'être démissionné par Hitler et assigné à résidence par les SS. De son côté, le Reichsführer SS Heinrich Himmler est entré en contact avec le comte Folke Bernadotte, vice-président de la Croix-Rouge suédoise, pour tenter de proposer aux Anglo-Américains une capitulation à condition de pouvoir poursuivre le combat contre l'Union soviétique. Est-il besoin de préciser que cette offre a été refusée tant par les États-Unis que par le Royaume-Uni et qu'elle lui a valu d'être démis de ses fonctions par Hitler lorsque celui-ci l'a appris. Le 25 avril, les forces de Zhukov et de Konev font leur jonction. Berlin est totalement encerclé. Et le même jour, des militaires américains de la 69e division d'infanterie ont rencontré des éléments de la 58e division de fusiliers de la garde russe sur l'Elbe, près de la ville saxonne de Torgau. L'Allemagne est maintenant coupée en deux. Inéluctablement, les soviétiques se rapprochent du Reichstag et du quartier gouvernemental, qui est entouré sur trois côtés par la rivière Spree, franchie par les Russes le 29 avril. Les derniers défenseurs du Führerbunker sont alors des volontaires SS de diverses nationalités, essentiellement des Scandinaves et des Néerlandais de la 11e SS Division Nordland, mais aussi d'environ 300 Français du bataillon Charlemagne sous les ordres du capitaine Henri Fenet. Le lendemain, les Soviétiques montent à l'assaut du palais du Reichstag, dont les défenseurs capitulent le jour suivant. Nous connaissons tous la célèbre photographie du soldat Meliton Cantaria hissant le drapeau rouge sur le toit du bâtiment. Photographie en réalité faite le 2 mai sur ordre de Staline qui a voulu qu'on recrée la scène. L'arrivée des Soviétiques jusqu'au Führerbunker n'est désormais plus qu'une question d'heure. Et Hitler décide de se suicider pour ne pas tomber vivant entre les mains des Russes. Il veut aussi que son corps soit incinéré. Il vient en effet d'apprendre, dans l'après-midi du 29 avril, la mort de son complice Benito Mussolini, qui a été capturé 2 jours plus tôt par des partisans italiens, alors qu'il venait de quitter Milan pour se diriger vers le nord du pays, en compagnie d'une colonne allemande. Le dictateur allemand a-t-il alors connu les circonstances dans lesquelles les cadavres de Mussolini et de sa maîtresse Clara Petacci ont été pendus par les pieds et profanés par une foule en colère sur une place de Milan? Mais au préalable, Hitler a décidé, ce même 29 avril, d'épouser Eva Braun, sa discrète maîtresse depuis plus de 13 années, et qui avait décidé de le rejoindre dans son bunker pour mourir avec lui. Le fidèle Goebbels a également décidé de suivre le Führer dans la mort, rejoint par son épouse et leurs 6 enfants. C'est le lendemain, dans l'après-midi, qu'Hitler se suicide en compagnie d'Eva Braun. Conformément à ses dernières volontés, les corps sont transportés à l'extérieur et arrosés d'essence pour être incinérés. Dans son testament politique, il a désigné comme successeur l'amiral Karl Dönitz en tant que président du Reich. Celui-ci n'en sera informé que dans l'après-midi du 1er mai. Et la population allemande en est avertie à 22h26 par un communiqué radio, affirmant mensongèrement que le Führer serait mort au combat. Le même jour, les époux Goebbels se suicident à leur tour après avoir donné la mort à leurs enfants. Enfin, le 2 mai 1945, la garnison de Berlin capitule. La bataille de la capitale allemande est terminée, mais la guerre continue. L'amiral Dönitz avait établi son quartier général dans la ville de Flensburg, à proximité de la frontière danoise. C'est là que siège, à partir du 2 mai, le gouvernement provisoire qui a succédé à Hitler.
Dönitz tente d'obtenir une paix séparée avec les alliés occidentaux pour pouvoir poursuivre le combat contre les Russes. Il cherche aussi à gagner du temps pour permettre au maximum de réfugiés et de soldats allemands de gagner le front occidental afin d'éviter de tomber entre les mains des soviétiques. Mais il se heurte à la ferme opposition des Occidentaux à toute paix séparée. Et après la capitulation sans condition le 4 mai des troupes allemandes du nord-ouest de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark, Dönitz doit se résigner à accepter la reddition complète et totale de toutes les forces armées. Celle-ci est signée à Reims, à l'état-major suprême des forces expéditionnaires alliées, le 7 mai. Mais Staline exige qu'une seconde capitulation soit signée à Berlin même. Cette signature, qui marque la fin de la guerre en Europe, a lieu le 8 mai 1945 à 23h01, heure d'Europe centrale. Mais à l'heure de Moscou, on est déjà le 9 mai à 01h01. Ce qui explique qu'en Russie, c'est cette dernière date du 9 mai qui est retenue pour célébrer la défaite du Troisième Reich. La France, représentée par le général Jean Delattre de Tassigny, a été présente à cette cérémonie. Et lorsqu'en entrant dans la salle, le maréchal Wilhelm Keitel a remarqué la présence du Français, il n'a pu s'empêcher de murmurer, je cite, « Il y a aussi les Français ?» Il ne manquait plus que cela. Étrangement, cette capitulation ne met pas immédiatement fin au gouvernement de l'amiral Dönitz, qui va continuer à se réunir jusqu'au 23 mai, lorsque Eisenhower prononce enfin la dissolution de ce gouvernement et l'arrestation de tous ses membres. Ainsi prend fin définitivement le Troisième Reich. Le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale est donc terminée en Europe. Mais elle se poursuit encore dans le Pacifique, où le Japon continue à se battre, refusant une défaite qui apparaît néanmoins inévitable.